Le message de ma sœur disait « Prends tes affaires et pars ». Elle ignorait que c'était ma maison. J'ai lu ces mots sur l'écran fissuré de mon téléphone, dans la pénombre de l'appartement parisien que j'avais hérité de notre mère, et un rire amer m'a échappé, un de ces rires qui font mal à la gorge, comme si le destin lui-même se moquait de moi. 3 ans plus tôt, j'avais pris la faute pour elle, endossé le crime qu'elle avait commis dans un accès de jalousie dévorante, et voilà qu'elle me chassait de mon propre refuge, signant de sa main tremblante l'acte de propriété qu'elle avait falsifié avec l'aide de son amant avocat. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'était muée en un labyrinthe d'ombre pour moi. J'étais né dans le quartier du Marais, au cœur de ces ruelles pavées où les fantômes des révolutionnaires murmurent encore leurs serments de vengeance. Ma sœur, Élise, aînée de 5 ans, avait toujours été la favorite, blonde, éclatante, avec ce sourire qui désarmait les juges et les amants. Moi, Antoine, le cadet discret, aux cheveux noirs comme la nuit de la Bastille, j'avais grandi dans son ombre, ramassant les miettes de son affection sporadique. Notre mère, une galeriste ruinée par les dettes, nous avait légué cet appartement haussmannien, un reliquat de sa gloire passée, avec ses moulures craquelées et ses balcons donnant sur la Seine. Mais Élise l'avait voulu pour elle seule, et pour l'obtenir, elle avait ourdi un plan qui me entrait jusqu'à la moelle. Tout avait commencé par un soir d'orage en 2022, quand le tonnerre faisait rage au-dessus de Notre-Dame encore noircie par l'incendie. Élise, alors fiancée à un certain Laurent, un procureur ambitieux aux yeux froids comme le marbre du Louvre, avait découvert une liaison entre notre mère et un collectionneur d'art véreux. Folle de rage, elle avait confronté la vieille dame dans l'atelier encombré de toiles inachevées. Les cris avaient fusé, les vases volés en éclats, et dans un geste impulsif, Élise avait attrapé un coupe-papier ancien, un souvenir de la Révolution, gravé d'un poignard républicain, et l'avait planté dans la poitrine de notre mère. Le sang avait giclé sur les nus de Modigliani accrochés au mur, un tableau macabre qui aurait pu inspirer Delacroix. J'étais rentré à ce moment précis, alerté par un appel anonyme. Peut-être un voisin, peut-être le destin. J'avais trouvé Élise prostrée, les mains rougies, balbutiant des excuses larmoyantes. « Antoine, sauve-moi, je t'en supplie. C'était un accident, elle m'a provoqué, elle voulait tout me prendre. » Et moi, idiot sentimental nourri au roman de Zola, j'avais écouté. J'avais essuyé le sang, réarrangé la scène pour qu'elle ressemble à une effraction, et appelé la police. Quand les sirènes avaient hurlé dans la nuit, j'avais confessé, c'est moi. J'ai tué ma mère. Une dispute d'héritage. Élise, feignant l'horreur, avait corroboré juste assez pour me faire plonger, jurant en silence que je paierais pour ma loyauté fraternelle. La prison de Fresnes avait été mon purgatoire, des cellules humides où l'odeur de désespoir collait à la peau comme la boue de la Marne. 3 ans à broyer du noir, à relire Balzac sous la lueur jaunâtre d'une ampoule, imaginant Élise dans notre appartement, sirotant du champagne avec Laurent, transformant les chambres en salons de réception pour leurs soirées mondaines. Elle m'écrivait des lettres hypocrites. « Mon pauvre frère, je prie pour toi tous les jours. L'héritage sera partagé équitablement à ta sortie. » Mensonge. À ma libération conditionnelle, en novembre 2025, j'avais découvert la vérité. Elle avait falsifié le testament avec Laurent, qui avait usé de ses connexions au palais de justice pour effacer toute trace de mon droit. L'appartement était sien, et mon message d'arrivée, un simple « je suis libre », avait été accueilli par cet ordre glacial. « Prends tes affaires et pars ». Je n'étais plus l'Antoine naïf qui avait porté le poids de son crime. La geôle m'avait forgé en l'âme, aiguisé par la haine. Ce soir-là, sous la pluie fine de décembre qui fouettait les boulevards, j'ai franchi la porte de l'immeuble rue des Francs-Bourgeois. Élise m'attendait dans le salon, vêtue d'une robe de soie rouge sang, un verre de Bordeaux à la main. « Tu es en retard », a-t-elle dit d'un ton léger, comme si elle congédiait un domestique. Laurent se tenait en retrait, près de la cheminée où crépitait un feu de chêne, son alliance neuve scintillant comme un défi. Il s'était marié en mon absence, un sacrilège célébré à la mairie du 4e arrondissement. « C'est ma maison, Élise », ai-je murmuré, la voix rauque de 3 ans de silence forcé. Elle a ri, un tintement de cristal brisé. « Ta maison? Tu as tué maman pour ça, et maintenant tu reviens quémander? Pars, ou j'appelle la police. Tu sais ce que ça ferait à ton dossier. » Laurent a hoché la tête, complice muet, ses doigts tambourinant sur le manteau de la cheminée comme un juge frappant son marteau. J'ai senti la bile monter, un poison lent qui me rongeait depuis Fresnes. Au lieu de supplier, j'ai souri. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux, un sourire de guillotine. D'accord. Mais souviens-toi, le sang appelle le sang. Je suis parti cette nuit-là, sac au dos, errant dans les rues embrumées de Paris comme un fantôme de la commune. J'ai trouvé refuge chez un ancien codétenu, un vieux anarchiste nommé Raoul, qui tenait un bistrot miteux près de la place de la Bastille. Là, entre 2 verres de Calva, j'ai commencé à ourdir ma vengeance. Pas une explosion brute, non, quelque chose de français,
raffiné, empoisonné comme un sonnet de Baudelaire. Élise et Laurent incarnaient tout ce que je haïssais. La bourgeoisie triomphante, les secrets enfouis sous des tapis persans, les trahisons maquillées en élégance. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils ignoraient que j'avais appris l'art de la ruse en prison, des leçons chuchotées dans les coursives sombres. Le premier pas fut la recherche. J'ai fouillé les archives en ligne du palais de justice, utilisant un VPN emprunté à Raoul pour masquer mes traces. Les dossiers de l'affaire maternelle étaient scellés, mais Laurent, dans son arrogance, avait laissé des failles. Des emails anodins sur un serveur mal sécurisé, des transferts d'argent vers un notaire véreux. J'ai découvert le pot aux roses, non seulement le testament falsifié, mais un chantage plus sombre. Notre mère n'était pas innocente. Elle avait détourné des fonds d'une galerie pour financer les dettes d'Élise, qui jouait à la roulette dans les casinos de Deauville. Élise savait, et c'était pour ça qu'elle l'avait tuée. Pas un accident, mais un calcul froid pour effacer la dette et s'approprier l'héritage. Mais le vrai secret, celui qui me fit chanceler, était enfoui plus profond. En épluchant les lettres de prison d'Élise, j'ai trouvé une allusion cryptée. Le petit de Provence n'est pas ce qu'il semble. Notre demi-frère, un bâtard que mère avait eu d'une liaison avec un vigneron provençal, ignoré de tous. Élise l'avait contacté, l'avait utilisé pour consolider son emprise sur l'appartement, promettant une part en échange de son silence. Ce gamin, Julien, 20 ans à peine, vivait désormais à Paris, hébergé par elle comme un pion. La trahison s'étendait, un réseau de toiles d'araignée familiales. Les jours suivants, je me suis fondu dans la ville. Paris, avec ses cafés enfumés et ses librairies oubliées, devint mon allié. J'ai pris un job de livreur pour Uber Eats, pédalant furieusement le long de la Seine, observant leur routine. Élise travaillait comme consultante en art chez Sotheby's, déjeunant au café de Flore avec des collectionneurs snobs. Laurent présidait des audiences au tribunal, rentrant tard avec l'odeur du pouvoir sur lui. Julien, ce pauvre diable, étudiait le droit à la Sorbonne, ignorant qu'il était une arme dans leur arsenal. Ma première frappe fut subtile, une lettre anonyme à Laurent, postée depuis une boîte aux lettres de Montmartre. Dedans, une photocopie d'un email incriminant, où Élise avouait le meurtre dans un moment de faiblesse ivre. Si tu veux que cela reste entre nous, renonce à l'appartement. Pas de signature, juste un seau de cire rouge, un clin d'œil à la guillotine. Laurent paniqua. Je le vis par les stores baissés de l'appartement, ses allées et venues fébriles. Élise, sentant le vent tourner, l'accusa de paranoïa. Leur première fissure. Mais Élise n'était pas dupe. Elle me confronta un soir, dans un bar du quartier latin, où je sirotais un pastis amer. C'est toi, n'est-ce pas? Petit frère vengeur. Ses yeux, verts comme l'absinthe, brillaient d'un mélange de peur et d'excitation. Tu crois que tu peux nous détruire? J'ai tout prévu. Julien est à moi maintenant. Si tu bouges, il paie. Elle sortit une photo de son sac. Julien, ligoté symboliquement par des rubans, un sourire forcé. Le chantage inversé. Je sentis mon estomac se nouer, mais feignis l'indifférence. Le sang appelle le sang, Élise. Et le tien coule en moi. Cette nuit-là, rentrant à pied sous les réverbères tremblants, je jurai sur la tombe invisible de notre mère. Je les ferai tomber, tous. Pas par la violence brute. Cela serait trop facile, trop vulgaire. Non, une vengeance à la française, lente, théâtrale, imprégnée de ce fatalisme hugolien qui fait douter jusqu'au bout. Le twist viendrait plus tard, quand il comprendrait que le vrai monstre n'était pas moi, mais le miroir qu'il me tendait. Les semaines qui suivirent furent un ballet d'ombre et de murmures, un opéra wagnérien se jouant dans les entrailles de Paris. J'avais loué une chambre de bonne sous les toits de Belleville, un cagibi aux murs tapissés de papier peint défraîchi, où l'odeur de cuisine immigrée se mêlait à celle de mes complots. Raoul, mon mentor involontaire, m'avait initié à l'art de l'espionnage low-tech. Des micros bon marché glissés sous les tables de bistrot, des faux profils sur les réseaux sociaux pour piéger les vanités. La vengeance, c'est comme le vin, Antoine. Elle mûrit dans l'obscurité, grommelait-il en versant un coup de rouge. Élise, sentant la nasse se refermer, redoubla de matoiserie. Elle engagea un détective privé, un ex-flic aux manières de Maigret apocryphe, pour me filer. Je le semai facilement dans le métro bondé de la ligne 1, feignant un rendez-vous galant à l'Opéra Garnier. Mais elle n'était pas seule dans sa paranoïa. Laurent, rongé par le doute, commença à fouiller ses propres dossiers. Il découvrit les transferts d'argent vers le notaire, et lors d'une dispute explosive que j'écoutais via un micro dissimulé dans un vase floral, cadeau empoisonné lors d'une visite surprise, il hurla « Tu as tué ta mère pour de l'argent? Et moi, je couvre ça pour un appartement ?» Élise riposta avec une férocité de chatte sauvage. « Et toi? Tu as falsifié le testament pour ton avancement. Nous sommes liés, mon amour, par le sang et le mensonge. » Leur union craquelait, et j'en étais le corrosif invisible.
Mais Julien, ce fantôme provençal aux yeux de notre mère, devint mon point faible. Il me contacta un soir, via un message hésitant sur LinkedIn, « Je sais qui tu es. Élise m'a tout dit. Mais, je ne crois pas à ton innocence. Rencontrons-nous. Rendez-vous au jardin des Tuileries, sous les statues mutilées de Louis XIV. » Il était grand, maigre, avec une tache de vin sur la joue gauche rappelant les vignes de Châteauneuf-du-Pape. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Je lui racontai la vérité, mot pour mot, comme un confesseur face à un novice. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle m'a promis une part si je taisais ton crime. Mais si c'est elle. La graine du doute plantée, je le laissai partir, un pion supplémentaire sur l'échiquier. Ma prochaine manœuvre fut plus audacieuse, infiltrer leur cercle. J'avais appris en prison l'art du déguisement, des perruques et des accents fins dignes d'Arsène Lupin. Sous le nom de Paul Duval, consultant en sécurité d'art, je postulai chez Sotheby's. Élise, ironie du sort, valida ma candidature lors d'un entretien virtuel, aveuglé par mon CV fabriqué. Mon premier jour, je me retrouvai dans les couloirs feutrés de la salle des ventes, entouré de Rembrandt et de Warhol, l'air embaumant le vernis et l'ambition. Elle me salua d'un sourire professionnel. « Bienvenue, Paul. Vous avez l'air familier. » Je ravalai mon ricanement, les visages se ressemblent tous dans cette ville de masques. De là, j'accédai à ses secrets numériques. Un soir, après une vente record d'un Monet, ironie, une tempête sur la mer, j'hackai son ordinateur pendant qu'elle flirtait avec un acheteur russe. Des dossiers cachés révélèrent le fin mot. Élise n'avait pas seulement tué pour l'héritage. Notre mère avait un autre secret, un tableau volé pendant la guerre, un Picasso dissimulé dans la cave de l'appartement, évalué à des millions. Élise l'avait vendu en sous-main à un collectionneur anonyme, blanchissant l'argent via Laurent. Le meurtre n'était qu'un moyen pour couvrir ce larcin filial. Et Julien? Il était au courant, attiré à Paris pour servir de bouc émissaire si les choses tournaient mal. La tension montait, palpable comme l'humidité automnale sur les berges de la Seine. Lors d'une réception chez Sotheby's, Élise me coinça dans un coin sombre, un verre de veuve Clicquot à la main. « Paul, ou devrais-je dire Antoine, tu crois m'avoir? J'ai vu tes traces. Par maintenant, ou Julien finit comme toi à Fresnes. » Son souffle sentait le triomphe aigre. Je la fixai, sentant la rage bouillir comme un bouillon de culture proustienne. « Tu as oublié, sœur, j'ai déjà porté ton crime. Que crains-tu d'autre ?» Elle pâlit, et pour la première fois, je vis la fissure, la peur d'une femme qui avait tout sacrifié à son avidité. Dehors, la nuit parisienne enveloppait la ville d'un manteau de brume. Je rentrai à Belleville, où Raoul m'attendait avec une bouteille de pastis et des nouvelles fraîches. Laurent avait engagé un avocat pour divorcer discrètement, citant incompatibilité morale. La machine était lancée. Mais Élise contre-attaqua avec une ruse qui me glaça. Elle m'invita à dîner, un piège tendu dans l'appartement même qui m'appartenait. « Viens seul. » Pour discuter de l'héritage. Accompagné d'un enregistreur dissimulé, j'acceptai. La table était dressée comme pour un dernier repas. Chandelle vacillante, foie gras et château Margaux. Laurent absent, Julien assis en bout, mal à l'aise. « Frère, asseyons-nous. Oublions le passé, » susurra-t-elle. Les mots sucrés cachaient le fiel. Au dessert, elle posa un dossier sur la table. Des preuves fabriquées, des témoignages de codétenus affirmant que j'avais comploté en prison contre elle. « Signe ça, renonce à tout, ou je te renvoie derrière les barreaux pour tentative d'extorsion. » Julien baissa les yeux, complice muet. Je signai, les mains tremblantes de fureur contenue. Mais en partant, je laissai derrière moi un cadeau. Une clé USB branchée furtivement à son ordinateur, téléchargeant tout, email, comptes offshore, la vente du Picasso. Le virus numérique que j'avais codé avec Raoul, un vers inoffensif pour l'instant, attendrait mon signal. Les jours suivants furent un tourbillon de trahisons croisées. Laurent quitta Élise pour une stagiaire au parquet, emportant la moitié de leurs biens. Julien, rongé par la culpabilité, me contacta en secret. Elle m'a menti. Le tableau. C'était pour payer mes études, mais elle l'a gardé pour elle. Aide-moi à sortir de là. Ensemble, nous tramâmes le coup suivant. Une fuite anonyme à la presse, via Le Monde, sur le scandale du Picasso volé. Les journalistes mordirent à l'hameçon, et bientôt, les gros titres hurlèrent. Héritage sanglant, un meurtre pour un chef-d'œuvre nazi. Élise paniqua, appelant Laurent en pleurs, mais il raccrocha froidement. Elle se tourna vers moi, désespérée, me suppliant dans un café de Saint-Germain. « Antoine, c'était une erreur. Partageons. Je te rends l'appartement. » Ses larmes étaient vraies, cette fois, ou du moins, je le crus. Mais la vengeance est une amante jalouse. Elle ne pardonne pas trop tard, Élise. Le sang appelle le sang.
Le scandale éclata comme une bombe à fragmentation, éparpillant les illusions de notre petite dynastie familiale aux 4 vents de Paris. Le Monde publia l'article le lundi matin, avec une photo granuleuse de notre mère devant sa galerie, et les spéculations fusèrent. Meurtre pour héritage, Picasso nazi, fratrie maudite. Élise devint une paria dans les cercles huppés du Marais. Ses clients de Sotheby's annulèrent leur rendez-vous, la traitant comme une relique empoisonnée. Laurent, pragmatique jusqu'au bout, se réfugia dans un silence judiciaire, préparant sa défense en coulisses. Julien, le pauvre Julien, fut le premier à craquer. Il se présenta à mon cagibi de Belleville un soir de pluie torrentielle, trempé comme un chien provençal égaré. Elle m'a tout avoué, Antoine. Le meurtre, le tableau, les mensonges. J'étais son alibi, son jouet. Ses mots sortaient en hoquets, entrecoupés de sanglots. Je le fis entrer, lui offris un verre de genièvre hollandais, un vice appris en prison des codétenus maghrébins. « Pourquoi moi » demandai-je, feignant la surprise. Il avoua. Élise l'avait attiré avec des promesses de paternité perdue, mais l'avait manipulé pour qu'il témoigne faussement contre moi si besoin. Tu es le seul sang honnête qu'il me reste. Aide-moi à la dénoncer. La tentation de l'utiliser comme arme finale me traversa l'esprit, mais un reste de fraternité, ce fil ténu tissé par la mère commune, me retint. Ensemble, alors. Mais pas de pitié. Nous devînmes une équipe improbable. Le bagnard vengeur et le demi-frère égaré, hantant les bibliothèques de la Sorbonne pour glaner des lois sur l'héritage et les crimes patrimoniaux. Raoul nous couvrit, son bistrot servant de QG clandestin où les habitués, anciens résistants, hochaient la tête en écoutant nos plans. La vengeance prenait corps, non plus une lame solitaire, mais un roman feuilleton à suspense, avec Élise en anti-héroïne shakespearienne, luttant pour sa survie dans un monde qu'il avait couronné puis répudié. Elle contre-attaqua avec une férocité inattendue. Une nuit, alors que je pédalais pour une livraison près de la Tour Eiffel, une voiture noire me coupa la route, me projetant sur le bitume mouillé. Je me relevai, côte fêlée et rage décuplée, pour voir la plaque, immatriculée au nom de Laurent. Était-ce lui, ou elle qui tirait les ficelles? Le lendemain, un colis arriva à Belleville, une oreille de cochon ensanglantée, avec un mot « Prochainement, ce sera la tienne ». Élise, ou son détective? La peur s'insinua, un ver froid dans mes veines, me rappelant les nuits de Fresnes où les rumeurs de vengeance carcérale hantaient les rêves. Mais la peur forge l'acier. Avec Julien, nous frappâmes plus fort. Une plainte anonyme déposée au commissariat du 4e, accompagnée de la clé USB, copie des emails, relevés bancaires, même un enregistrement audio de leur dispute sur le meurtre. Les flics, sentant le gros poisson, perquisitionnèrent l'appartement le vendredi saint, ironie biblique pour une famille de traîtres. Je regardais de loin, planqué dans un café en face, tandis qu'Élise hurlait des injures aux agents, ses cheveux défaits comme une mahénade d'Euripide. Laurent fut arrêté sur son lieu de travail, menottes au poignet, son costume sur mesure froissé comme sa réputation. Le chaos s'installa. La presse en fit ses choux gras, fratricide et faux-semblants, le scandale qui ébranle le palais de justice. Élise, libérée sous caution grâce à des relations usées jusqu'à la corde, me traqua jusqu'à la Bastille. Elle surgit au bistrot de Raoul, échevelée, maquillage coulant comme des larmes de clown. « Antoine, c'est toi qui as fait ça. Mon Dieu, pourquoi? J'étais ta sœur. » Les clients se turent, l'atmosphère lourde de ce fatalisme français qui admire les drames domestiques. Je la fis entrer dans l'arrière-salle, Julien en témoin silencieux. « Parce que tu m'as volé 3 ans de vie, Élise. Et la mort de maman sur la conscience. Signe les papiers, rends l'appartement, avoue tout, et je témoigne en ta faveur. » Elle s'effondra sur une chaise bancale, secouée de tremblements. « Tu ne comprends pas maman. Elle m'a détruite. Elle favorisait toujours le petit bâtard, Julien, et toi, son chevalier servant. Le coupe-papier. C'était pour nous libérer. » Sa confession coula, un flot de ressentiments accumulés. L'enfance volée par les absences maternelles, les dettes qu'il avait poussées au casino, le Picasso comme dernier recours. Pour la première fois, je vis non la vipère, mais la sœur brisée, une Antigone ratée dans un drame cornélien. La pitié me frôla, mais la haine la balaya. Libéré? Tu m'as enchaîné. Maintenant, paix. Julien intervint, voix chevrotante, laisse-la partir, Antoine. Nous pouvons reconstruire. Mais Élise, sentant le vent tourner, tenta une dernière ruse. Elle sortit un revolver de son sac, un petit calibre, vestige de l'amant jaloux, le pointant sur Julien. Si je tombe, il tombe avec moi. Le sang appelle le sang, n'est-ce pas? Le temps suspendit son vol, comme dans un tableau de Géricault. Raoul surgit par la porte de service, une bouteille brisée en main, mais je fus plus rapide. Je bondis, tordant son poignet. Le coup partit, éraflant le mur, et dans la mêlée,
Je la plaquai au sol, sentant son corps frêle se débattre sous le mien. Les sirènes hurlèrent bientôt, attirées par le bruit. Élise fut emmenée, menottée, hurlant des malédictions bibliques. Laurent, interrogé, craqua sous la pression, avouant sa complicité pour sauver sa peau. Julien, blême, me serra la main. « Merci, frère. » Mais au fond de moi, un vide béant s'ouvrait. La vengeance accomplie laissait un goût de cendre, comme un banquet après la chute de la Bastille. Pourtant, le vrai drame ne faisait que commencer. Tandis que Paris bruissait de notre saga, un appel anonyme rompit le silence. Une voix féminine, familière, murmurant « Tu crois que c'est fini ?» Demande à maman. Mon sang se figea. Maman, vivante? Le twist se dessinait, un poignard dans le noir. L'appel anonyme me hanta comme un spectre de la terreur, ces nuits où Robespierre veillait sur les listes de proscription. Qui était cette voix? Élise, depuis sa cellule provisoire au dépôt de la préfecture? Ou pire, un fantôme du passé familial? Je passais la nuit à éplucher les enregistrements vocaux sur mon téléphone jetable, comparant les intonations à celles d'Élise. Non, trop rauque, trop vieillie. Julien, hébergé temporairement chez Raoul, secoua la tête, peut-être une bluffe. Élise adore les jeux psychologiques. Mais le doute s'insinua, un poison lent comme l'arsenic des Borgia revisité par Dumas. Le lendemain, l'appartement fut rendu à son légitime propriétaire, moi, après une audience expéditive au tribunal où Laurent, en pleurs larmoyants, restitua les documents falsifiés. Je m'y installai seul, les meubles encore imprégnés de leur odeur, Chanel numéro 5 pour elle, tabac froid pour lui. Dans la cave, sous une bâche poussiéreuse, je trouvai la preuve. Pas le Picasso, volé depuis, mais un coffre-fort scellé, contenant des lettres jaunies. Adressé à notre mère de la part d'un certain E. Posté de Marseille en 1985. Le cœur battant, j'ouvris la première. Ma chère Claire, Julien n'est pas un accident. Il est notre secret, fruit de cette nuit à Aix. Ton mari ne saura jamais. Signé, Émile, vigneron de Provence. Le sol se déroba. Notre mère avait trompé notre père, un banquier austère mort d'une crise cardiaque en 2010, avec ce Émile, et Julien en était le fruit. Mais la voix au téléphone. Attends. Une lettre plus récente, de 2022. Claire, Élise c'est pour Julien. Elle me menace de tout révéler si je ne lui donne pas l'appartement. Sauve-nous. Notre mère vivante? Non, la date coïncidait avec sa mort. Était-ce une mise en scène? Je relus les journaux d'époque, l'autopsie hâtive, signée par un médecin complice de Laurent. Élise n'avait pas tué. Elle avait simulé, payé pour une fausse mort, exilant notre mère en Provence sous une identité d'emprunt. Le twist me frappa comme une lame de guillotine. Élise, matoise jusqu'au bout, avait orchestré le meurtre factice pour m'imputer le crime réel. Une dette impayée envers Émile, que mère avait contractée pour cacher Julien. J'avais porté le poids d'un fantôme. Fou de rage, je pris la route pour le sud, louant une Twingo cabossée à la gare de Lyon. Julien insista pour venir. Si maman vit, je veux la voir. La Provence défila, oliviers torturés et champs de lavande fanés sous un ciel d'hiver pluvieux, un décor à la Pagnole teinté de noirceur maupassanttienne. Nous arrivâmes à Aix-en-Provence au crépuscule, guidés par une adresse griffonnée sur une lettre. La maison était une masse isolée, aux volets clos, entourée de vignes mortes. La porte s'ouvrit sur une femme voûtée, cheveux blancs noués en chignon. Notre mère, Claire, vieillie de 10 ans en 3. Antoine, Julien, murmura-t-elle, les yeux emplis de terreur et de joie. Elle nous fit entrer, barricadant derrière nous. L'intérieur puait le renfermer, des toiles inachevées entassées comme des regrets. Élise. Elle m'a enterrée vivante. Pour l'héritage, pour effacer ses dettes. Elle a payé le médecin, simulé l'agonie avec des drogues. Et toi, mon fils, tu as pris la faute. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans un craquement sinistre. Élise, apprenant le secret de Julien via des ragots provençaux, avait forcé la main. Chantage amer pour l'appartement, puis le meurtre pour m'éliminer comme rival. Laurent, au courant, avait couvert pour grimper les échelons. Notre mère, acculée, avait accepté l'exil, pensant me protéger. Ironie cruelle. J'ai voulu te sauver, Antoine. Mais elle a tout empoisonné. Julien pleura, embrassant ses mains calleuses. Moi, je sentis la vengeance muter en quelque chose de plus sombre. Pas la libération, mais un cycle infernal. La nuit tomba, lourde de secrets murmurés. Claire nous raconta les détails. La nuit fatidique, Élise l'avait drogué, poignardé un mannequin pour le sang, et Laurent avait certifié la mort. Enterrée symboliquement dans un caveau vide au Père-Lachaise, elle avait fui en Provence avec l'aide d'Émile, mort depuis d'un cancer. Revenez à Paris, maman.
Élise paiera pour de vrai, jurai-je. Mais elle secoua la tête. Non. La vengeance détruit. Laissez-moi en paix ici. Julien hocha la tête, déchiré. Moi, non. Le sang appelait toujours. De retour à Paris, le procès d'Élise battait son plein au palais de justice, un cirque médiatique où les avocats dansaient la valse des plaidoiries. Laurent avait tourné Kazakh, témoignant contre elle pour un non-lieu, l'entier aux opportunistes jusqu'au bout. Élise, menottée mes altières, me fusilla du regard quand je parus comme témoin. « Tu as gagné, frère. » « Mais à quel prix » siffla-t-elle pendant la pause. Je souris, guillotine en bandoulière, au prix de ta liberté. Et de la vérité. Je déposai les lettres, prouvant la simulation. Le juge, un vieil huissier aux lunettes pincées, blêmit. Le scandale enfla, faux meurtre, bigamie judiciaire, chantage filial. Élise s'effondra en pleurs, hurlant, c'était pour nous sauver. Maman vivante, elle mérite la mort pour ses mensonges. Le public murmura, divisé. Certains voyaient en elle une victime de l'héritage familial, d'autres une Médée moderne. Julien, appelé à la barre, choisit son camp, elle m'a utilisé. Mais Antoine, il a porté trop longtemps. La sentence tomba comme un couperet, 20 ans pour Élise, 10 pour Laurent. Libérée sur appel, elle disparut, laissant un mot, le sang nous unit, même dans la haine. Paris, indifférente, reprit son cours, lumière sur la Seine, amants sous les ponts. Moi, de retour dans l'appartement, je bus seul au balcon, contemplant la ville qui m'avait vu naître et renaître. Mais le twist final guettait. Une semaine plus tard, Claire appela. « Antoine, Élise est venue. Elle sait pour le mas. Elle prépare sa revanche. » Le cycle recommençait, UAM et éternel. Le retour d'Élise fut un orage provençal, soudain et dévastateur, balayant les illusions de paix que j'avais osé entrevoir. Claire, terrifiée, m'avait supplié de ne pas venir, mais le devoir filial, ou ce qu'il en restait, me poussa sur les routes du Sud une seconde fois. Julien refusa de m'accompagner. « Laisse-la, Antoine. C'est fini. Reconstruit. » Facile à dire pour lui, le tardif dans notre drame. Pour moi, la vengeance était une addiction, un absinthe qui brûle la gorge mais apaise l'âme tourmentée. J'arrivai au mas au lever du soleil, le 10 décembre 2025, la date anniversaire de la mort de mère. La porte béait, coffre-fort éventré, toile lacérée. Claire gisait ligotée dans la cuisine, un filet de sang à la tempe. Elle est partie avec les lettres restantes. Vers Paris. Elle veut te confronter, là où tout a commencé. Sa voix chevrotait, un mélange de peur et de résignation. Je la détachai, bandai sa plaie avec un torchon imprégné d'huile d'olive. « Pourquoi ne pas avoir fui plus loin ?» demandai-je. Elle sourit faiblement. « Parce que le sang nous ramène toujours au foyer. Va, mon fils. Finis ça. » La route de retour fut un calvaire existentiel, l'autoroute à 7 filants comme une veine ouverte sous un ciel bas. Élise m'avait laissé un indice, un billet de train pour Paris, glissé dans la poche de Claire, avec un mot « Rendez-vous au Père-Lachaise, minuit. Viens seul, ou maman paie vraiment cette fois. » Le cimetière, ce labyrinthe gothique de tombes érodées, lieu de repos des âmes damnées, Balzac, Proust et notre caveau vide, était le décor parfait pour un climax racinien. Je m'y rendis armé seulement de ma rage, laissant la voiture au Père-Lachaise, errant parmi les allées humides où les chats errants miaulaient comme des chœurs antiques. Elle m'attendait près du tombeau de notre mère, silhouette noire sous la lune voilée, un manteau de laine usée cachant ses formes amaigries. « Antoine, tu es ponctuel, comme toujours. » Sa voix, jadis mélodieuse, craquelait comme du parchemin. Pas de revolver cette fois. À la place, un dossier sous le bras, et dans ses yeux, un éclat fou, celui de la femme acculée qui n'a plus rien à perdre. J'ai tout lu, les lettres d'Émile. Maman nous a trahis tous. Toi avec ses faveurs, Julien avec son existence cachée, moi avec ses dettes qu'elle m'a fait porter. Le meurtre était justice poétique. Et toi, tu étais le bouc idéal. Je m'approchai, sentant l'odeur de sa peur, sueur et parfum fané. Justice? Tu as volé ma vie, Élise. 3 ans de frêne pour ton caprice. Laurent te lâche, Julien te hait, maman te craint. Que espères-tu maintenant? Elle rit, un son écorché. La rédemption? Non. Juste un dernier acte. Lis ça. Elle me tendit le dossier. Des copies de mes propres confessions en prison, éditées pour me faire passer pour le manipulateur originel. J'ai un contact au parquet. Si tu ne signes pas, renonçant à l'héritage pour de bon, et me couvrant au nouveau procès, ceci sort. Tu retournes en cellule, et maman suit pour complicité. Le chantage final, un écho pervers de nos jeux d'enfance où elle gagnait toujours.
Le vent hurlait dans les cyprès, portant les murmures des morts. Je pris le dossier, le feuilletai sous la lueur d'un briquet jetable. Des mensonges flagrants, mais assez pour semer le doute dans un système judiciaire français prompt au scandale. « Et si je refuse ?» murmurai-je. Elle haussa les épaules. « Alors, le sang coule pour de vrai. » Sa main plongea dans son manteau, en ressortant un scalpel chirurgical, volé à l'hôpital, sans doute, luisant comme une promesse de bain écarlate. Le temps s'étira, un instant suspendu entre l'amour fraternel enterré et la haine exhumée. Paris, au loin, scintillait indifférente, ses lumières moquant notre tragédie minuscule. Je pensais à Zola, à ces familles dévorées par l'avidité dans Germinal, à Hugo, pleurant Quasimodo et sa cloche. Étais-je le bossu ou le monstre? Élise, arrête. Nous pouvons partir, tous. Oublier. Mais elle secoua la tête, larmes coulant. Trop tard. Tu m'as détruite, comme elle. Finissons. Dans un geste fluide, né des cours de lutte en prison, je désarmai sa main, le scalpel tombant dans l'herbe mouillée. Nous luttâmes, corps contre corps, comme des amants maudits dans un roman de Sade. Elle griffa, mordit, hurlant « Traître ! Frère traître !» Je la plaquai contre une stèle, sentant son souffle haletant contre ma joue. « C'est toi qui as commencé !» grondai-je. Et là, dans l'ombre des tombes, le choix. La tuer, comme elle avait tué mère, ou la livrer à la justice, briser mais vivante? Les sirènes lointaines brisèrent l'instant. Julien, prévenu par Claire, avait appelé les flics. Élise se débattit une dernière fois, puis s'affaissa, vaincue. « Fais ce que tu veux. Mais souviens-toi, nous sommes le même sang. » Les agents arrivèrent, la menottant sans un mot. Moi, témoin muet, regardais la voiture l'emmener vers un destin incertain. Perpétuité ou grâce présidentielle pour troubles psychologiques. Le matin se leva gris sur Paris, la Seine coulant paresseuse vers l'Atlantique. L'appartement m'attendait, vide de fantômes. Claire refusa de revenir, choisissant la Provence et ses vignes pour racheter ses péchés. Julien partit étudier à Lyon, promettant des visites sporadiques. Laurent, divorcé et ruiné, s'exila en Suisse. Et moi, je vendis l'appartement, empochant juste assez pour un billet vers nulle part, peut-être Lisbonne ou l'oubli. La vengeance avait triomphé, mais à quel prix? Les lecteurs de cette saga, car le monde en fit un livre, un pamphlet controversé, se divisent encore. Étais-je justicier ou bourreau? Élise, monstre ou victime d'une mère toxique? Le twist final, cette résurrection, souleva des débats enflammés aux terrasses des cafés. La famille comme prison ou comme sanctuaire profané. Pour moi, assis dans un train filant vers l'horizon, le sang appelait toujours, non plus à la haine, mais à une paix fragile, teintée d'amertume française éternelle. Fin.